Intéressant. Vous avez parlé de pétrole un peu plus tôt. Le prix du pétrole a chuté de façon significative depuis au moins un an ou à peu près. On atteint pas le fond du baril pour faire un jeu de mots, mais on n'est pas très loin. Qu'est-ce que ça veut dire macroéconomiquement? Cette baisse, des fois ça, je suis pas un économiste là, mais il me semble que la baisse du prix du pétrole précède parfois des récessions ou du moins des ralentissements économiques. Est-ce que c'est le cas? Comment voyez-vous la chose? Oui, clairement, ici, je veux dire, la baisse des prix du pétrole depuis un an, et puis particulièrement depuis quelques semaines, c'est surtout en prévision d'un ralentissement économique mondial, d'un ralentissement du commerce mondial, qui bien sûr va être négatif pour la demande de pétrole. Donc ça c'est très clair. Je voudrais dire que si le prix du pétrole continue à être très bon marché, je veux dire en dessous de 60 dollars du baril WTI, ça va être difficile pour l'économie américaine de rentrer dans une récession durable, puisque je veux dire, si vous vous rappelez, parmi les indicateurs, je regarde en termes de récession, c'est le fameux ratio S&P 500 par rapport au prix du pétrole. Et tant que les sociétés américaines sont capables de créer de la richesse et bénéficient d'un prix de l'énergie qui est réduit et ont un certain pouvoir à créer, à étendre leurs marges financières, je veux dire, l'économie américaine ne peut pas tomber dans une récession dramatique. Donc je veux dire, dans un sens, le prix du pétrole peut être un indicateur, je vais dire, d'un ralentissement économique mondial, mais la faiblesse du prix du pétrole aussi aide les entreprises américaines, puisque je vais dire, et aussi aide le consommateur en général, puisque la baisse du prix du pétrole, et en particulier aux États-Unis où le prix de l'essence est indexé sur le prix du pétrole, la baisse du prix du pétrole, je veux dire, c'est euh, une taxe positive, si on peut appeler ça, pour le consommateur. Donc, euh, le moindre coût que le consommateur a pour remplir son réservoir à la pompe, il peut acheter plus de marchandises chez Walmart. Donc, je veux dire, l'évolution du prix du pétrole, moi je pense dans le futur sera déterminée par l'évolution du cadre géopolitique au Moyen-Orient. Je veux dire, je suis pas non plus très optimiste sur ce plan-là. On a vu récemment des tensions entre le Yémen, Israël. Euh, il y a la question iranienne qui va venir sur la table à la fin du mois de mai. Je veux dire, c'est pas encore très clair si les États-Unis et l'Iran pourront trouver un accord. Euh, et donc, je veux dire, toutes les possibilités sont encore devant nous. Personnellement, je crois, j'espère en fait pour le consommateur mondial et pour le consommateur américain que Donald Trump comprend que si il y avait une escalade du conflit au Moyen-Orient avec l'Iran, ça provoquerait une hausse dramatique du pétrole qui en fait pousserait les États-Unis vers cette stagflation qui semble inévitable, mais qui pourrait être postposée par le fait que les prix du pétrole restent raisonnablement bas pour le moment. Donc je veux dire, une question ouverte. Je crois que l'importance, le focus sera probablement sur l'offre plutôt que la demande dans les mois à venir. Et c'est pour ça que je pense que ce qui se passera au Moyen-Orient dans les semaines à venir avec l'Iran déterminera si les États-Unis et le monde euh, se retrouvent dans une stagflation plus tôt ou plus tard. Je vais dire, en fait, si on suit le cycle économique, et pour revenir à ce qu'on a discuté au début de notre entretien, je veux dire, après le boom inflationniste, la transition du cycle économique
c'est qu'on se retrouve dans une stagflation. Donc, le but, c'est d'éviter que cette stagflation dure le, le but, c'est que cette stagflation dure le moins longtemps possible, si je peux dire. Mais ça dépendra, bien entendu, des développements dans la guerre commerciale et des développements dans l'évolution du prix du pétrole qui en fait dépendent de la géopolitique essentiellement au Moyen-Orient et probablement aussi avec la Russie parce que si la Russie était amenée à entrer dans un conflit, je veux dire, plus généralisé avec les pays occidentaux, probablement la Russie devra limiter son commerce de pétrole avec la Chine et l'Inde, et donc probablement ça aura aussi des effets positifs sur le prix du pétrole. Vous abordez souvent la question énergétique d'ailleurs. Dans votre infolettre, vous avez mentionné que les investisseurs devraient transférer leurs capitaux des secteurs, je cite ici, le consommateur d'énergie, à des secteurs qui produisent de l'énergie, notamment le pétrole. Quelle est votre vision d'ensemble du domaine énergétique mondialement? À quoi devrions-nous nous attendre dans les années à venir et quelle devrait être notre façon de penser, le cadre de pensée en ce qui a trait à l'avenir énergétique du monde entier, globalement? Bon, je crois que en fait depuis quelques années et avec les politiques de SG, l'accès à une réserve d'énergie bon marché et ample a été limité et c'est ça qui me fait penser qu'en fait dans les années à venir on va inévitablement vers un prix de l'énergie qui va augmenter parce que je veux dire dans la plupart des pays occidentaux, en fait, les politiques ESG sont toujours d'application. Donc, il y a toujours des investissements très, très limités qui sont faits dans la recherche de nouvelles sources d'énergie. Aux États-Unis, Donald Trump a été élu sous le narratif Drill Baby Drill. Le problème de Drill Baby Drill, c'est que il y a aucun producteur de pétrole américain qui est prêt à driller quand le prix du pétrole est sous 60 dollars du baril et quand il n'y a pas vraiment de direction claire quant à l'évolution de l'économie et quant à l'évolution du prix du pétrole. Et donc, je veux dire, pour avoir un drill baby drill, il faut probablement avoir un prix du pétrole qui tourne aux alentours des 70 à 80 dollars du baril. Et aujourd'hui, la plupart des producteurs de pétrole américains, en fait, parce qu'ils ont été contraints en termes d'investissement depuis des années, ont des bilans très sains. La plupart des producteurs de pétrole américains sont net cash, donc n'ont pas de dette. La plupart des producteurs américains, je veux dire, au moins pour les grandes sociétés américaines, ont des coûts de production aux alentours des 50 dollars du baril. Et donc sont très profitables, sont encore profitables au niveau actuel, mais bon, vous imaginez si le prix du pétrole rebondit vers les 70-80 dollars du baril, je veux dire, ces sociétés sont très profitables, elles se payent à des niveaux de valorisation qui sont probablement à 50% du niveau de valorisation du S&P ou même probablement plus bas que ces niveaux de valorisation. Donc, je pense qu'en fait, il n'y a pas de secret que la raison pour laquelle vous avez vu des investisseurs comme Warren Buffett se tourner vers des valeurs énergétiques, c'est que les valeurs énergétiques sont devenues, si je peux employer un mot anglais, des cash cows qui ont des niveaux de valorisation tellement attractifs qu'ils sont tellement bas qu'il faudrait être complètement c'est impossible à ignorer, du moins pour les investisseurs qui ont une vision moyen-long terme. Aussi, si on se remet dans l'optique de la stagflation, et si on regarde l'histoire des stagflations, et plus particulièrement les années 70, pardon, en fait,
les valeurs pétrolières et les valeurs les sociétés qui génèrent de l'énergie surperforment massivement les autres types de valeurs dans un scénario de stagflation. Donc, je veux dire, si on se met dans l'optique que les États-Unis vont tôt ou tard plonger dans une stagflation, je veux dire, il y a un avenir très radieux pour les détenteurs de sociétés pétrolières, de sociétés énergétiques, comme de sociétés d'autres matières premières. Je crois que ce sont des secteurs qui ont été dénigrés par la plupart des investisseurs euh, particuliers et institutionnels. Les institutionnels ne pouvaient plus investir dans des sociétés de matières premières pour les raisons ESG, etc. Les particuliers ont été drainés dans les Magnificent Seven ou autres technologiques qui font rêver. Mais je veux dire, si on se trouve dans un scénario stagflation, si on se trouve dans un scénario d'un monde multipolaire, en fait, la tendance va être vers une revalorisation des matières premières, puisqu'il va devenir de plus en plus difficile d'avoir accès à ces matières premières, que l'accès va être de plus en plus déterminé par les conflits géopolitiques. Et donc, je veux dire, et beaucoup d'investisseurs ne semblent pas comprendre, mais en fait, dans un scénario tel que la stagflation, tous les producteurs de matières premières en général, ça peut être de cuivre, de pétrole et aussi de matières premières agricoles, ont généralement très bien performé. C'est pour ça que je pense qu'en fait, il y a une grande rotation qui va se faire au sein des portefeuilles actions des investisseurs institutionnels et les particuliers viendront probablement en dernière minute comme toujours, mais je veux dire, et je ne donne pas de recommandations ici, mais je pense que je ne pense pas me tromper que dans une optique de 12 à 24 mois, les investisseurs feraient mieux de détenir ExxonMobil et Freeport-McMoRan que de détenir euh, MicroStrategy ou Meta Platform.